100% Bénin, la série de numéros sur l'affaire dite 18 kg de cocaïne prend fin ici. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Il serait énorme les dégâts nés de la rocambolesque affaire. Tel un tsunami, la nébuleuse aurait occasionné maints dommages collatéraux. Le colmatage des brèches, beaucoup l'entrevoient plutôt dans la durée, pas à court terme. 100% Bénin, ce numéro-ci aura à consacrer son temps d'antenne à ce qu'est de l'image du Bénin au lendemain de la dite affaire. Au-delà des clichés, le pays s'en trouve-t-il contraint à payer le prix fort? Comment? Et comment en faire oublier les séquelles, si elles existent réellement? Et quelle pourrait être la part de responsabilité des autorités pour tourner définitivement la page? Prêt à s'adonner à l'exercice de réflexion en notre compagnie, un analyste politique chargé des questions internationales suivi d'un acteur politique. Ce sera autour du thème affaire 18 kg de cocaïne, la question de la restauration de l'image du Bénin, une nécessité. Mais avant de les retrouver, les invités du jour, mesdames, messieurs, allons à la découverte de ce qui fait l'essentiel de l'actualité, mais vu par les journaux. C'est l'instant revue de presse. A parcouru pour nous ce matin la une des journaux, Johannes Toanou qui prend déjà place. Johannes Toanou, bonjour. Joël Yetonji, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Ah oui, le sourire est toujours particulier quand c'est vendredi. Joël Yetonji, vous êtes dans le secret des dieux. Ah oui, il le faut, mais n'oubliez pas, moi. Je reste toujours disponible en dépit de la charge du travail à abattre au quotidien. Un week-end reste un week-end, mais si on est dans le travail. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, vous savez que nous serons au bureau demain, donc c'est un week-end tout à fait relatif pour des hommes comme vous et nous. Oui, on sait toujours trouver le brin du temps parce que oui, le mental en a aussi besoin. Tout à fait. Alors, tout à fait. La une ce matin, c'est aussi très chargé comme chaque vendredi. Tout à fait. L'actualité y est abondamment relayée. On parle du RAVIP, on parle aussi de la fréquence de la radio Soleil FM, qui est une radio au Bénin, brouillée par on ne sait qui et pour on ne sait quoi. Nous allons donc aborder ces deux titres avec le confrère de la matinée qui affiche en manchette démarrage du RAVIP. Déjà des défaillances de l'opérateur technologique Safran. Le RAVIP, un os dans la gorge des Béninois, c'est une interrogation à retrouver en manchette du confrère de la matinée. L'inaction du gouvernement face au brouillage de la fréquence de la radio Soleil FM. Sommes-nous dans une république bananière? Au confrère de s'interroger. La nouvelle tribune à présent pour une meilleure gouvernance au Bénin. La CSTB recommande l'intensification des luttes syndicales. Et puis dernière heure, situation confuse à la SONEB. C'est avec l'événement précis qu'on approfondit ce titre. Soupçon d'émission de quittance douteuse de 280 millions de francs CFA. Scandale à la SONEB. DG et DAF en garde à vue. Mise en circulation de 203 véhicules du projet Bénin Taxi. Le gouvernement concrétise sa vision de moderniser le transport urbain. L'audace info, gouvernance catastrophique au quotidien en violation des tests et lois de la République. Talon et Bokor dans une dictature grossière et puis victime de la ruse et de la rage d'un régime tyrannique. Les dessous du limogeage de Sekwito, c'est à découvrir avec l'audace info quotidien Kini. Affaire des fausses quittances d'impôts à la SONEB. Le DG et plusieurs cadres gardés à vue à la BEF. 329 millions de francs CFA au cœur du scandale. Ils seront présentés au procureur ce jour. Et puis, secteur de la santé, la grève se poursuit. Les services minimums par endroit. La dépêche, gouvernance et reddition de comptes, 18 mois de PAG. Quel bilan à mi-parcours, s'interroge la dépêche. Et puis recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Les populations d'Aplaroué dénoncent la lenteur des opérations. Matin libre, achat du riz importé par l'État. Le gouvernement sacrifie la filière et des emplois. Le Bénin finance l'économie asiatique. Engrais de coton dans les rizières. Quotidien, nos coétudes du projet de loi de finances gestion 2018.
centrales syndicales et sociétés civiles devant les députés lundi et proche. Décryptage info pour finir, remaniement ministériel. Qu'est-ce qui justifie le maintien de Agbé-Nancy après le rendez-vous manqué de talents en France? S'interroge Décryptage Info. Et puis projet Benetaxi, 203 véhicules malgré l'état défectueux des voies. C'est un constat de Décryptage Info. Joël Yetonji, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à vous, Johannes Towanou, mais je ne vais pas vous laisser ici parti. Il y a la une du confrère de la matinée, c'est le premier journal que vous nous avez présenté ce matin et qui me retient l'attention à sa seconde une. Bon, nous demande, une grosse interrogation, hein, j'allais dire, sommes-nous dans une république bananière? Pourquoi cette interrogation? Le Bénin n'a pas changé de statut, ça reste un État démocratique, n'est-ce pas? Tout à fait, Joël Yetonji, mais c'est une question qui est pleine d'à-propos. Pleine d'à-propos parce que depuis, on va dire, bientôt un mois, 2-3 semaines déjà, qu'une radio de la place trouve sa fréquence brouillée à des heures d'antenne ou des heures de grande écoute. C'est surprenant. On sait que les fréquences sont le patrimoine exclusif de l'État. Et il y a un organe qui est la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, HAC, qui est censé régir ou réglementer tout ce qui se passe dans l'audiovisuel au Bénin. Et cette fréquence est prise sans que cela ne gêne outre mesure. Et c'est surprenant. Normalement, les autorités devraient réagir promptement parce que quand on parle d'usurpation ou de prise de fréquence, on parle de sécurité intérieure, on parle on touche, je crois même au symbole de l'État, parce que c'est l'État qui garantit la sécurité pour les personnes et pour les biens. Et si une simple radio qui a sa fréquence n'a pas la permission aujourd'hui d'émettre en toute quiétude, eh bien, on est en droit de se poser des questions, d'où je trouve que cette interrogation du confrère de la matinée est une interrogation pleine d'à-propos. Pleine d'à-propos, mais il n'y a pas que cette interrogation qui touche le quotidien des Béninois, l'importance du travail qui se fait au quotidien au niveau des organes, c'est aussi pour le mieux-être du grand nombre, et le grand nombre reste la population. Il paraît que le martyre se poursuit pour les populations aller aux soins et se faire assister relève d'un parcours de combattant. Les médecins ne sont pas toujours disponibles, la grève se poursuit. Nous apprendons. Tout à fait. Et puis, on a l'impression qu'aujourd'hui, les centrales syndicales qui sont dans ce domaine-là sont quand même dans l'unicité. Ils sont ensemble, ils travaillent de concert. Donc, au maximum par semaine, c'est 2 jours de travail, lundi et vendredi. Et puis, c'est par tacite de reconduction. On sait qu'il y a service minimum par endroit. On sait que ce n'est pas bien réglementé. Donc, vous pouvez vous retrouver, vous pourrez retrouver votre épouse à accoucher à la maison ou près de la route, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'aller dans les centres de santé privés qui sont extrêmement coûteux. Et donc, on sait comment ça se passe. La grande masse de la population béninoise, cette masse-là n'a accès qu'aux soins de santé publique. Donc, c'est important, je crois, pour les autorités d'entendre les revendications de ces centrales syndicales-là, parce que la santé, l'éducation, pour moi, ces 2 secteurs-là ne devraient jamais avoir la permission d'aller en grève. Et pour qu'on ne leur octroie pas cette permission d'aller en grève, il faut écouter leurs revendications, il faut discuter avec eux et trouver des solutions aux problèmes qu'ils posent. Parce qu'on ne peut pas avoir un État sérieux, un État cohérent, un État qui travaille pour les populations sans une éducation correcte, sans un service de santé adéquat. Les revendications de ces centrales syndicales-là sont claires, il faut les associer pour toute modification ou tout problème à régler au niveau du secteur de la santé. Et on ne peut pas faire le bonheur, comme on dit chez nous, vulgairement, votre bonheur sans vous. Sans vous, voilà, donc il faut les associer. Comment expliquer le silence observé au niveau d'un certain nombre de structures dont le rôle est de fédérer les opinions et aussi aplanir les divergences? Je vais parler du médiateur de la République, le Conseil économique et social qui joue aussi un rôle d'appoint. On sait aussi qu'il y a un autre cadre de concédation pour le dialogue. On n'entend aucun des responsables à ce niveau. On attend peut-être que ce soit le chef de l'État qui prenne
prenne ses responsabilités, qu'il appelle ceux-là. On sait par exemple que ceux de la justice ont été reçus. Donc, on attend peut-être que ce soit le chef de l'État. Peut-être que tout le monde aujourd'hui a peur de prendre des responsabilités parce que peut-être ça va vous retomber dessus après. Peut-être que c'est le magistrat lui-même, le premier magistrat du pays qui doit les entendre. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se trame, mais c'est aux dépens des pauvres populations. Parce que quand le chef de l'État a un souci de santé, ce n'est pas évident que ce soit au Bénin qu'il se soigne. Donc, les populations béninoises ont le besoin et je crois l'impérieuse nécessité de trouver des solutions à leurs problèmes de santé, et cela passe par un dialogue franc, un dialogue sérieux avec ces centrales syndicales-là. Il faut pouvoir collaborer, il faut trouver des solutions, c'est très important. C'est très important, mais faute d'une oreille attentive, ça gronde, ça grogne, et c'est la rue qu'on prend de plus en plus à témoin. La Nouvelle Tribune nous apprend dans sa parution, l'un des quotidiens les plus indépendants et crédibles au Bénin, la CSTB recommande l'intensification des luttes syndicales. Et le macadam, ça s'est battu encore ce jour-ci, et ils sont un certain nombre à se retrouver dans la rue. Que se passe-t-il? 18 mois de gouvernance, est-ce qu'on n'en fait pas un peu de trop? On donne l'insomnie. Le chef n'a-t-il pas besoin d'un peu plus de quiétude pour travailler? Calme-vous. Le chef a besoin de quiétude, mais le chef doit travailler aussi à offrir cette même quiétude à tous ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'opposition, parce que l'opposition républicaine, elle joue son rôle. L'opposition est censée attirer l'attention sur ce qui est fait en mal. Donc, si l'opposition rentre dans la rue, il faut écouter leurs revendications, il faut essayer de prêter attention à cela, parce que le chef de l'État n'est pas le chef de la majorité présidentielle, le chef de l'État n'est pas le chef des ministres du gouvernement et de leurs partisans, le chef de l'État est le président de tous les Béninois, y compris le président des opposants qui sont dans la rue ce jour. Dans les rues de Cotonou. Donc, ce que ces opposants disent, il faut pouvoir les écouter, il faut pouvoir répondre aux questions que ces opposants posent dans les rues, parce que ce n'est que de cette façon-là que vous pouvez avoir un État tranquille, un État paisible, où on peut, tout le monde, travailler à l'émergence du pays. Mais si on estime que le gouvernement a des failles par rapport à un certain nombre de préoccupations très importantes pour tout un chacun, eh bien, c'est du rôle de l'opposition de rentrer dans les rues pour dénoncer, parce que la liberté d'expression est consacrée et elle est inviolable depuis la Constitution de 90 au Bénin. Merci, Johannes Torano. On se retrouve très bientôt pour le même exercice. Mesdames, Messieurs, merci également pour l'attention. Pour Bénin, la série de numéros sur l'affaire dite 18 kg de cocaïne prend fin ici. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les dégâts liés à la rocambolesque affaire sont énormes. Tel un tsunami, la nébuleuse aurait occasionné maints dommages collatéraux. Le colmatage des brèches, beaucoup l'entrevoient plutôt dans la durée, pas à court terme. 100% Bénin, ce numéro-ci aura consacré son temps d'antenne à ce qu'est de l'image du Bénin au lendemain de la dite affaire. Au-delà des clichés, le pays s'en trouve-t-il contraint à payer le prix fort? Comment en faire oublier les séquelles si elles existent réellement? Et quelle pourrait être la part de responsabilité des autorités pour tourner définitivement la page? Prêt à s'adonner à l'exercice de réflexion, un analyste politique et chargé des relations internationales suivi d'un acteur politique, un observateur très averti des questions liées à l'actualité nationale. Ce sera autour du thème « Affaire 18 kg de cocaïne », la question de la restauration de l'image du Bénin, une nécessité. À ma gauche, il a nom Constantin Amoussou, analyste politique. Il est en outre chargé des questions internationales. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Joël. Merci de nous rejoindre.
En face de vous, pour l'instant débat, comme je l'annonçais, un acteur politique. Il a nom Irénée Agossa. Il est le président du parti Le Nationaliste. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à M. Amoussou aussi. Vous êtes d'habitude, on ne fait que saluer le journaliste. Yes. Et bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Sika TV. Merci pour la disponibilité. Nous allons sans transition aller très rapidement à l'essentiel. L'affaire 18 kg de cocaïne intervenue seulement après 6 mois de la gouvernance Talon ne pouvait tomber au pire moment, aussi bien pour les dirigeants que pour le pays. Cette accession de l'un des vôtres, Constantin Amoussou, avait en son temps été systématiquement relayée par nombre de canards. Après un peu de recul aujourd'hui, avez-vous l'impression qu'il s'agit là de la juste lecture des faits ou ce dernier était plutôt allé vite en besogne? Il faut interroger l'aménagement institutionnel et juridique dans notre pays. Nous sommes en démocratie et la démocratie repose sur le principe de la séparation des pouvoirs. En conséquence, je voudrais m'en tenir à cela pour dire que on n'a pas à espérer que les faits soient traités autrement en raison de circonstances politiques particulières. En revanche, ce qui peut déranger, ce sont les éléments du dossier. Regarder leur fonctionnement, leur aménagement et finalement s'interroger pour se demander si effectivement les faits étaient ce pourquoi on voulait les faire passer ou si alors il n'y a pas une main qui a manœuvré dans l'ombre pour faire passer pour ce qu'ils sont des faits qui n'ont jamais été. Et donc, en conséquence, c'est plutôt dans cette manipulation, en fait, ce qui en a l'air des faits, qu'il y a de s'interroger sur la survenue de ce fait d'actualité 6 mois après l'instauration du nouveau départ, parce que manifestement, bon, de la rupture, on a dit la coalition de rupture, mais enfin, portée par le candidat du nouveau départ, mais parce que surtout, et à travers les deux opérateurs économiques, le chef de l'État devenu Patrice Talon, et d'une part, et puis d'autre part, Sébastien Adjavon, venu troisième, on a eu le sentiment que c'était le meilleur attelage possible pour porter notre pays, entendu que c'était la première fois qu'un opérateur économique était au pouvoir et pas n'importe desquels, mais qu'en plus, parce qu'il était accompagné dans ce cheminement vers le pouvoir par un autre opérateur économique. Et donc, pour finir, nous avions le sentiment de quitter l'ère des fonctionnaires, l'ère, oui, des fonctionnaires, parce qu'il n'y a eu que, jusqu'à présent, pour tomber dans une ère, disons, des acteurs de la production. Et donc, en principe, le Bénin avait, oui, toute raison d'espérer qu'avec surtout ce qui a pu apparaître l'un des attelages fondamentaux dans le système de pensée et d'action du chef de l'État, ce qu'on a pu appeler le partenariat public-privé, sachant que l'un des deux acteurs économiques, en particulier devenu politique, en particulier M. Sébastien Adjavon, était et demeure à ce jour le président du patronat, on avait des raisons de penser que tout était mis en œuvre, un peu comme par le destin, pour que le Bénin soit mieux gouverné par le passé. Malheureusement, je suis d'avis pour dire au moins que pour penser que cela était mal tombé, ça ne pouvait pas mal tomber. Quant à gérer ça autrement, il faut encore continuer de démêler les chevaux. Il faut encore continuer de démêler les chevaux. Irénée Agossa, l'acteur politique, a vécu ces moments. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, 1 an quand même après, regarde ces scènes en adéquation avec l'image d'un pays qui prenait petitement son envol à tous les niveaux, surtout au plan économique. Comment? Oui, d'abord, il faut préciser que nous n'étions pas d'accord. Nous étions de ceux-là qui disaient que le pays n'avait pas besoin des hommes d'affaires de ce rang pour diriger notre pays. Nous avons dit qu'il y aurait des conflits d'intérêts, il y aurait une concurrence déloyale, il y aura une privatisation de l'État, on aura cité un tas de choses. Donc, dites-vous que quand nous avons eu ces deux hommes, en fait, qui se sont compris et qui ont l'idée ensemble de construire le pays sur la base d'un système plus moderne, le système désormais fondé sur la dynamique du privé qu'ils veulent instaurer. On s'est dit, peut-être qu'on avait tort, peut-être qu'on a tort. Et on a commencé par espérer
Mais je peux vous dire que 6 mois après, avec l'intervention de cette affaire, c'est grave, ça a été grave. Parce que l'espoir est tombé totalement bas. Personne n'espère plus. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? 6 mois après, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Parce que celui dont il s'agit aujourd'hui dans l'affaire, ce n'était pas n'importe qui. C'est le 3e aux élections présidentielles. C'est le président du patronat. C'est le premier réexportateur sur le Nigeria. Il y a beaucoup de choses. Et c'est un des investisseurs importants du pays. C'est quelqu'un qui a créé beaucoup de sociétés dans son secteur et qui a créé beaucoup d'emplois. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et quand on dit qu'il y a une telle affaire dans la gestion, bien sûr, des sociétés de ce dernier, et qui, en fait, impacte l'image de cet homme, mais ça impacte l'image de tout le pays. Les gens sont déçus. On était dans un espoir, mais il faut dire que ça s'est estompé immédiatement. Parce que politiquement, on se posait la question, mais comment ils peuvent conduire maintenant le pays ensemble? Il y a une rupture, pas dans le sens de ce qu'ils disent, mais une rupture nette de la continuation de l'action politique. Parce que simplement, on espérait qu'un homme d'affaires, les 2 hommes d'affaires, n'étaient pas de la même catégorie. On espérait d'eux, bien sûr, puisqu'ils ne sont pas de la même catégorie, qui peuvent se compléter. Sébastien Diavon est un homme d'affaires qui a créé sa richesse en dehors des marchés d'État. L'autre a créé sa richesse dans les combines de l'État, dans les marchés d'État. Donc, il est resté dans les marchés d'État. On s'est dit que les deux ne se croisent pas, qu'ils pouvaient simplement s'entendre. Mais quel gâchis, je l'ai dit plusieurs fois. Pourquoi alors on pouvait se retrouver dans une telle situation? Et même si on pouvait retrouver même ceux qui ont causé ces dégâts, on pouvait s'entendre. Jusqu'ici, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est là le pire. 1 an après, c'est qu'on n'a pas pu dire d'où viennent les 18 kg de cocaïne. Et vous croyez qu'à l'extérieur, les gens ne le savent pas? Quand il s'agit d'une question de drogue dans nos pays sous-développés, c'est les pays développés qui nous informent du circuit. Et vous croyez qu'à l'extérieur, les gens ne le savent pas? Je crois bien, à mon humble avis, que les gens savent. Les gens savent, c'est pourquoi d'ailleurs, ça a un impact négatif sur l'image de notre pays. Donc, du coup, vous voyez, l'action sur le Nigeria a reçu un coup. Et nous sommes en difficulté dans le pays parce que plus de 90% des échanges se font avec le Nigeria. Et grave, ce qui est grave est que, ne voulant pas faire comprendre la réalité, ce qui est là, en fait, au niveau de cette affaire à tout le monde, mais on insiste et on persiste pour faire croire aux populations que cet homme est un mauvais homme, c'est qu'il gère mal, il avait des affaires fausses. Donc, vous allez voir, à partir de cet instant, le gouvernement actuel était obligé de continuer à trouver des choses, de redressement fiscal, etc., des affaires qui étaient passées, réglées. Il faut réveiller, il faut montrer à l'opinion nationale et internationale, écoutez, nous n'avons pas tort, c'était un mauvais homme, c'était ça. Et ils sont entrés dans une spirale négative qui ne s'arrête pas. On se pose la question, mais jusqu'où ils iront? Parce que tout leur problème aujourd'hui est de pouvoir faire en sorte qu'on leur trouve raison à partir d'une affaire dont on n'a pas encore les vrais acteurs et les vrais éléments pouvant nous permettre de dire que c'est tel ou tel qui a causé le problème. Faire 18 kg de cocaïne à suivre Iridé Agossa, ça n'a pas que cet aspect juridique qui saute à l'œil, ça a des sous-entendus. En tout cas, quoi qu'il en soit, le dossier en est là où il en est, même s'il y a une plainte contre Is qui, jusque-là, n'a pas encore prospéré. Mais l'image du pays, c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. 1 an après, de quelle façon regarde-t-on le Bénin? Ceci a-t-il vraiment un impact par rapport aux relations que ce pays entretient avec ses voisins? Je parlais de Constantin Amoussou qui a aussi des relents d'acteurs
d'homme diplomatique, si on peut parler ainsi, de par son parcours. Aujourd'hui, quand vous observez les relations que le Bénin entretient avec ses voisins, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un quelconque impact que ceci a sur ces relations bilatérales ou multilatérales? Oui, merci. Dans le monde, les acteurs sont très, très attentifs aux questions en relation avec la drogue, avec le commerce, le trafic de la drogue. C'est une chose. Monsieur Sébastien Adjavon, nous l'avons dit ici, c'est non pas seulement un opérateur économique important, c'est non pas seulement un acteur politique devenu, et un acteur politique important tout de même, parce qu'à un coup d'essai, il fit presque un coup de maître quand il a réussi à rassembler pour suffrage à peu près le quart de l'électorat. Mais plus encore, c'est le président du patronat au Bénin. Et donc, au-delà de sa perception, de sa seule personne, l'image qu'il donne, l'image qu'on lui fait donner, autant à l'extérieur du pays, dans les pays voisins que plus éloignés, dans les pays d'Occident partenaires d'affaires, c'est l'image finalement que le Bénin, au sommet de l'État, et notamment pour ce qui concerne les affaires, pourrait être dirigé par des gens qui sont dans le trafic de la drogue. En conséquence, pour l'image même du Bénin de façon globale et plus spécifiquement sur la personne de Sébastien Adjavon, il est clair, il est évident que ses partenaires le regarderaient avec une certaine suspicion. Il reste que lorsque l'on observe au-delà des faits tels qu'ils ont été présentés, lorsqu'on essaie de subsumer d'une attention d'orfèvre les autres éléments de circonstances qui entourent l'affaire dite de 18 kg de cocaïne pure, on voit qu'il y a comme, disons, une volonté ou une survenance d'un processus de démantèlement de l'empire commercial de Sébastien Adjavon. Parce qu'on observe, affaire cocaïne, 18 kg de cocaïne, après retrait de l'agrément de la Socotrac, si je ne m'abuse, ensuite 167 milliards, je cite pêle-mêle, de redressement fiscal, après résurrection d'une affaire classée et gagnée par Sébastien Adjavon de 13 milliards de TVA rétrocédés, et ensuite coupure ou mise en interruption de la chaîne de télévision CKTV et puis de Soleil FM, gagner, revenu. Et puis bon, finalement, aujourd'hui, c'est Soleil FM qui se trouve brouillé par on ne sait quel pirate avec, disons, une sorte de désintéressement total des acteurs publics. On a donc des raisons de penser, en reconstituant les faits, que l'affaire de 18 kg de cocaïne, surtout que l'on n'est pas parvenu un an après à identifier la personne, l'auteur qui aurait introduit la fameuse marchandise dans le conteneur de Sébastien Adjavon, on est donc appelé à s'interroger sur cette série macabre qui entoure l'opérateur économique et donc finalement s'interroger sur les motivations politiques. Et en s'interrogeant sur les motivations politiques, c'est là où on tombe dans deux conceptions opposées de la philosophie politique. Lesquelles? D'une part, l'école idéaliste et d'autre part, l'école réaliste. L'école idéaliste en politique, parrainée par ailleurs par un philosophe à la réputation planétaire, 6e siècle avant Jésus-Christ, Socrate, pose comme postulat, pose comme principe que l'acteur, que le citoyen soit porté en toute chose par le sentiment, par la recherche de la vérité et de la justice. Que même dans l'hypothèse où il aurait été lui-même victime d'un acte injuste, qu'il ne se porte pas à répondre à l'injustice par l'injustice. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Socrate lui-même a préféré, même quand il pensait avoir raison, se laisser empoisonner plutôt que d'adhérer à la proposition de s'évader, parce qu'il est tout aussi illégal et donc contraire à la justice de s'évader des liens de prison. Mais contrairement, l'école dite réaliste pose le postulat que ce qui est important, ce n'est pas la fin, disons, idéale, axiologique vers laquelle les choses peuvent être tournées. Ce sont les objectifs que l'on pourrait vouloir atteindre en posant les actes. Et donc, finalement, pour l'école dite réaliste portée par Machiavel, tout ce que le prince, parce qu'il s'agit de lui, peut mettre en œuvre et qui peut concourir à atteindre les objectifs qui se fixent à de fondements
par le simple fait même que cela peut concourir à atteindre les objectifs. En conséquence, lorsque vous voyez, disons, ce débat-là, cette série noire contre Sébastien Adjavon, vous verrez bien que il y a, c'est vrai, le côté de son image qui peut être sali, mais il y a aussi les conséquences juridiques qui peuvent en découler. Je peux rappeler à juste titre que lorsque vous êtes jugé et condamné, reconnu coupable dans une affaire, n'importe laquelle, en particulier une affaire de drogue, vous ne pouvez plus être éligible à quoi que ce soit. Donc, surtout pas à une élection présidentielle. C'est consigné dans la loi. Et lorsque vous voyez même toutes les autres séries de faits qui s'en sont suivis, cela rentre dans la dynamique d'inéligibilité d'un candidat à une élection. On comprend alors que le système pourrait être rentré dans la dynamique depuis 1 an à peu près de défaire ou de se défaire de l'homme qui a réussi en se positionnant aux élections en quelques petits mois à rassembler suffisamment de suffrages autour de sa personne pour être même arrivé en mesure de mettre en difficulté celui qui s'était préparé depuis plus longtemps que lui. Machiavel, lui, il dit que lorsque quelqu'un a été assez fort pour être faiseur de roi, il serait assez fort pour se faire roi. Et donc, il faut, pour autant qu'on en a les moyens, le défaire, le détruire, le démolir totalement pour le désarmer. Malheureusement, comme nous disons pour revenir à l'international, c'est l'image du Bénin qui prend un coup. Qui prend un coup si fort que lorsque le chef de l'État du Bénin s'est rendu en France, officiellement pour visite d'État, c'est ce qui a été dit au moment de son départ ici, et que le président français Macron ne s'est pas avisé de le recevoir, on s'est interrogé pour se demander si le Bénin n'est pas en train d'être traité comme un État voyou. Ce sont des interrogations qui demeurent d'actualité et qui, en même temps que cela donne écho à des faits d'actualité en ce moment, comme l'affaire des biens mal acquis des immeubles présentés comme appartenant à tel ou tel autre ministre, donne écho par ailleurs à des faits beaucoup plus lointains. Celui par exemple de l'affaire de 60 kg, si à l'international, des indicateurs précis ont pu faire penser qu'il s'est trouvé des mains qui ont introduit la mauvaise marchandise dans le conteneur de M. Sébastien Adjavon pour des raisons politiques. Mais ça, c'est des éventualités, c'est des hypothèses. Mais oui, on est comme ça. Est-ce que, avec ce qui a été fait, ce qui a été vécu, le Bénin a plutôt mis les pas là où il ne fallait pas pour qu'aujourd'hui, il faut empêcher le plus fort? N'est-ce pas plutôt un accident de parcours? Ces rendez-vous manqués, c'est vrai. Constantin a parlé, par exemple, du chef d'État français, mais il y a eu le président du patronat français aussi. Des rendez-vous manqués que les gens ont tout fait de lier. On fait des analyses justes ou on va un peu dans l'exagération? Ce n'est pas que les gens sont tout fait de lier ces rendez-vous manqués aux affaires, aux actualités du pays. Non, non, ils n'ont pas tout fait. Ils ont fait quelque chose de normal, qui se fait normalement dans tout pays. Vous avez dit chez vous que vous allez pour une visite officielle. Vous avez pris des contacts. Il y a un ministre des Affaires étrangères. Il y a l'ambassadeur dans le pays. Il y a toute une administration diplomatique qui s'en occupe. Et vous êtes parti, ça a eu un fiasco. Et vous pensez qu'on ne va pas en parler? Les gens s'en parlent. Mais le président Macron n'a pas eu le temps de nous recevoir parce que le président Macron ne reçoit pas ainsi. Donc le président Macron a aussi toute une fiche qu'on lui envoie, qu'il lise, pour voir d'abord si c'est bon de recevoir tel ou tel pays président d'un tel pays. C'est tout à fait clair. Quand vous avez le président du patronat que vous pensez qui est lié à une affaire de drogue, on a dit, du cocaïne, de drogue, et que vous n'êtes pas arrivé à dire convenablement ce qui s'est passé sur ce dossier, et vous venez dire quoi? Vous venez dire quoi? Comment peut-on vous prendre au sérieux? Est-ce que vous vous êtes pris vous-même au sérieux avant d'être là? C'est clair, c'est évident. Donc, qu'est-ce qu'on dira du président Macron quand lui va finir de recevoir un tel président? Qu'est-ce que les autres collègues de l'Europe vont lui dire? Mais écoute, qu'est-ce qui se passe chez toi? Donc, c'est clair, c'est évident qu'il faut lier à ça. Et cela, c'est retrouvé en même temps au niveau du président du patronat et français, M. Gattaz. Comment ça? Parce que lui, mais qu'est-ce que vous pensez? Celui qui est venu, le président béninois est venu avec des investisseurs
ou bien des hommes d'affaires béninois pour rencontrer des hommes d'affaires français à travers le patronat français. Donc, c'est évident qu'il y a des échanges. Mais le président du patronat en exercice chez vous, vous avez dit qu'il est lié à un dossier de drogue que vous n'avez pas totalement clarifié. Vous venez dire quoi? Vous venez dire quoi? Mais c'est un dossier, mais c'est aussi simple. Dossier de justice. Mais si c'est un dossier de justice, ça fait 1 an, hein? Ça fait 1 an. Et le président du patronat demeure toujours M. Sébastien Ayavon. Donc c'est évident. Les gens se disent, mais ils veulent dire quoi? Ils veulent parler de quoi? Et quand on sait qu'à votre niveau, les échanges même avec le système de circulation verticale de la monnaie est totalement bouleversé, et que chez vous, vous ne considérez pas le principe microéconomique de l'échange à la base. Vous avez détruit tout ce qu'il y a comme échange à la base. Et vous vous occupez que de la circulation horizontale de la monnaie. C'est-à-dire que vous vous entassez entre clans et que vous essayez de gérer le pays dans un système clanique qui veut opprimer tout le monde. Vous pensez que les gens ne le savent pas? Ils le savent mieux que nous. C'est extraordinaire qu'aujourd'hui, la manière dont on gère est connue plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisque le mécanisme banquier, le mécanisme financier mondial est connu, tout le monde le sait. Donc c'est pour vous dire simplement qu'il n'y a pas eu, les gens ne sont pas offerts de lier, c'est des faits réels, c'est du factuel, et ils sont obligés d'agir sur du factuel. Mais il y a eu donc évidence. Ce qui est clair, oui, c'est pour vous dire que malheureusement ce qui se passe, et que les gens savent, le programme d'action du gouvernement aujourd'hui, c'est la destruction totalement de M. Sébastien Ayavon. C'est le PAG. C'est le PAG. Parce que je vais vous dire, le PAG est devenu ça, d'autant plus que... Mais dites-moi quel projet phare a pris de l'ampleur depuis 6 mois au même niveau que le dossier Ayavon. Dites-moi. Vous pouvez me citer un dossier? Allez dans les rues. Dites à une population béninoise, faites un sondage pour dire, parlez-moi des projets du PAG. Et parlez-moi du dossier Ayavon. Ils vont vous parler du dossier Ayavon proprement, mais ils ne connaissent aucun projet du PAG. Donc le gouvernement même a fait du projet, de la destruction du projet de M. Ayavon, un projet d'action gouvernementale. Parce que simplement, c'est clair ce qui se passe. Ils veulent prouver à l'opinion publique et internationale, à travers Jeune Afrique, vous avez vu l'article qui a été publié à travers Jeune Afrique, ce n'est que les gens, prouver partout que l'acte qui a été posé n'est pas issu de nous, nous n'en avons pour rien, etc. C'est ce monsieur qui n'est pas correct. Et là, ils sont totalement dans le mur maintenant. Ils foncent tête baissée, jusqu'à même quand on a brouillé les fréquences d'une radio dont Sébastien Ayavon est le promoteur, on sent que personne n'en parle. Même le patrimoine de l'État, même qui appartient à l'État, l'État l'a abandonné parce que simplement le promoteur s'appelle M. Sébastien Ayavon. Donc c'est pour vous dire, je conclue en disant que l'impact est aussi important que le président nigérian ne nous a pas rendu visite. Le premier pays de la sous-région, quand vous quittez la France et que vous êtes béninois, président béninois, vous devez alors être bien avec le président nigérien. Mais si demeure bien avec le président nigérien. Nous ne sommes pas bien avec le président nigérien. Le chef de l'État a son agenda. Le chef de l'État doit comprendre que ça ne marche pas avec lui. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ne cachez plus rien. Ne cachez plus rien. Donc, vous avez, j'ai refusé qu'on cache les choses. Ça finira par être su par tout le monde. Parce que simplement, le président nigérien, le Nigeria représente pour nous 90% de nos échanges. Plus de 90% de notre emploi quitte là-bas. Et vous allez dans les banques, aller chercher tout homme qui a plus de 50% de chiffre d'affaires sur lui, mais travaille avec le Nigeria. Les données sont là. Et si nous avons une croissance aujourd'hui aussi lente qui ne permet pas d'amorcer la lutte contre la pauvreté, et que nous avons un taux d'investissement privé aussi faible, nous avons un taux d'investissement public aussi faible, c'est dû vraiment à des affaires pareilles. Le Nigeria ne s'implique plus du tout dans notre secteur. Donc, et que ceux qui connaissent le Nigeria, c'est quelqu'un qui connaît le Nigeria comme Sébastien Ayavon, est combattu de façon injuste. Il faut dire clairement ce qui se passe. Mais si, je me retourne très rapidement vers Constantin Amoussou. S'il est un fait qu'il y a ces données qui poussent à interrogation, mais il y a aussi une réalité que le rendez-vous manqué à Paris
ne l'a pas été au niveau de la sous-région. On peut parler de la Côte d'Ivoire, vous l'avez constaté, du Burkina Faso, du Togo. Le chef d'État béninois a été reçu avec les honneurs et ça ne compte pas pour rien, Constantin. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans le même calendrier, parlant de visites officielles en France, il y avait d'autres visites de même envergure, en tout cas officielles comme prévu, pour des pays de la sous-région. Et oui, en tant que citoyen du Bénin, on peut être fier d'avoir observé que dans ces pays, il a été reçu en triomphe. Il reste que ce qui importe, ce n'est pas ce qui a pu se dérouler dans les normes. Parce qu'à la vérité, en diplomatie, en relations internationales, c'est la responsabilité politique du chef de l'État et puis de son ministre des Affaires étrangères de travailler à arranger, à présenter sous un bon jour l'image de notre pays. C'est leur responsabilité. Donc, ça n'est pas la première fois qu'un chef d'État du Bénin se soit rendu ni en France, ni dans les pays de la sous-région. Mais c'est la première fois que nous avons subi ce genre de camouflet. C'est pourquoi cela, plus que par le passé, comme visite d'un chef d'État béninois à l'étranger, ferait jaser. Pour le reste, moi, je ne pense pas et je ne trouve pas de mérite particulier au chef de l'État pour le fait d'avoir été reçu de façon normale au Togo, au Ghana, c'est tout. Avec des normes. Oui. Vous avez vu comment il a été reçu de façon particulière. Le signe distinctif, même du Burkina Faso, lui a été porté. Et ça, c'est pas rien. Là, vous voulez rentrer dans la polémique. Comment dans la polémique? Ce sont des faits. Quand les Béninois disent que hier, ça n'a pas été pareil, en France, il faut reconnaître qu'au Burkina Faso, ça l'est. Vous voulez rentrer dans la polémique parce que, en tant que citoyen du Bénin, le Bénin étant un pays souverain, je suis en devoir de me demander pourquoi le chef de l'État du Bénin, ici, le jour de sa prestation de serment, a refusé de porter l'écharpe du Bénin. Et pour quelle raison? Il va au Burkina Faso et accepte de porter l'écharpe du Burkina Faso. Vous devez me dire si c'est un succès, si c'est une victoire. Donc finalement, y a-t-il plus d'intérêt, plus d'honneur à porter l'écharpe d'un pays, si frais qu'il soit à nous, plutôt que d'accepter porter l'écharpe du pays que l'on est appelé à adhérer? Quel est ce pacte? Quel est ce serment? Quelle est finalement cette relation dans laquelle le chef de l'État se trouverait, qui l'empêcherait, qui le refuserait de porter l'écharpe de sa République selon les pratiques, selon la coutume? Et pourquoi, si c'est un principe, on pouvait le penser pour lui de ne pas porter d'écharpe, pourquoi accepterait-il de porter l'écharpe de Burkina quand il a refusé de porter l'écharpe du Bénin? Je suis obligé de m'interroger sur ça. Et avant que d'être diplomate, je suis citoyen du Bénin. On est citoyen. Il est d'abord citoyen du Bénin, avant d'être peut-être dans une relation à l'international avec les pays frères, avec les nations sœurs. En conséquence, le fait même d'avoir accepté porter l'écharpe au Burkina Faso est un pied de nez. C'est une dérision qu'il fait à l'État béninois pour dire que pour moi, votre nation n'importe pas. Les signes distinctifs. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mais dites-moi quelle est la lecture que vous en faites, vous? Vous remarquez que le chef d'État, hier, avant d'atterrir là-bas, n'a pas reçu l'accueil auquel ses compatriotes s'attendaient. Et voilà qu'arrivé sur notre terre, cet accueil lui est réservé. Souffrez, que ceci soit accepté. Moi, je fais une mise en simulation des choses, par comparaison pure, sur l'élément de l'écharpe. Pourquoi, et c'est ce que je veux savoir, refuse-t-il de porter l'écharpe de la République du Bénin? Et pourquoi accepte-t-il de porter l'écharpe de la République du Burkina Faso? Enfin, c'est une interrogation. Objectivement, en tant que citoyen du Bénin, sommes-nous fiers? Serons-nous fiers de remarquer ça? Mon interrogation aurait été la même si le président de la République avait été reçu avec farce en France et qu'en France, il avait accepté de porter l'écharpe française, ayant refusé de porter l'écharpe du Bénin ici. Elle aurait été la même. Et donc, pour moi, la question de fond, c'est que le chef de l'État sache d'abord qu'il est le premier ambassadeur de notre pays, qu'à ce titre, ce qu'il vend en premier, ce sont les valeurs du Bénin, le nom du Bénin, les couleurs du Bénin, les armoiries du Bénin. C'est ça qu'il vend. Mais vous vous rappellerez, il faut mettre les choses en comparaison. Vous vous rappellerez que lors de la première visite du chef de l'État, pas officielle, officieuse, mais du chef de l'État en France, et il va plus souvent qu'il ne va dans n'importe quel pays dans le monde, il a fait une déclaration qui est restée dans l'esprit de beaucoup de nos compatriotes. Le Bénin est un désert de compétences. Puis d'ajouter qu'il irait acheter la compétence, quoi que ça coûte ou que cela coûte. Et donc, un désert de compétences.
On dit désert de compétences d'un pays qui s'est si fait remarquer du temps même colonial que lorsqu'on voulait un cadre compétent pour l'Afrique de l'Ouest, c'est au Dahomey qu'on venait le chercher, au point d'avoir fait baptiser notre pays de quartier latin d'Afrique. Après, pourrait-on dire que c'était fatuité, que c'était vanité, que tout cela, mais c'est une vérité que le Béninois partout dans le monde s'est distingué comme un homme travailleur, comme un homme compétent, comme un homme dévoué. Alors, Irénée Agossa, aujourd'hui plus que jamais, il y a nécessité d'aller à la restauration de l'image du Bénin? Absolument, il faut aller à la restauration de l'image du Bénin. Il faut aller à la restauration de l'image du Bénin. Et je dirais que si le chef d'État a été reçu au Togo, au Burkina, en Côte d'Ivoire, et s'il n'est pas reçu convenablement au Nigeria, il n'a rien fait. On ne crée pas les dépenses d'État pour rien du tout. C'est là où il y a les intérêts économiques importants. Vous voyez, si vous avez un pays comme la France qui discute et qui finit, c'est avec l'Allemagne. Vous voyez des pays, il faut aller de façon pragmatique. Et c'est un homme d'affaires. Si il n'a pas été au Nigeria, où nous avons près de 90% d'échanges avec le Nigeria, où le pouvoir d'achat du Béninois dépend du Nigeria. Il n'a pas été reçu et vraiment en tant que président du Bénin au Nigeria, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc dans la sous-région, c'est clair, il faut qu'il reparte au Nigeria. S'il n'a pas été reçu au Nigeria, ce n'est pas sérieux. Et c'est clair que je dirais à mon ami à côté pour dire c'est tout à fait simple. Si le chef d'État est tombé dans cette incohérence au Burkina, c'est qu'il n'a pas su encore évacuer en lui l'échec de la France. Parce que pour lui, c'est de tout faire pour montrer aux Béninois que, écoutez, j'ai été bien reçu, tellement il avait ça en tête qu'il a commis l'erreur de prendre l'écharpe. Alors, en fait, il n'a pas accepté l'écharpe au Bénin. C'est-à-dire, c'est de prouver partout, écoutez, maintenant, vous avez vu en France, je n'ai pas été reçu, mais maintenant, je suis reçu comme un roi, un empereur au Burkina Faso. L'ambassadeur numéro 1. L'ambassadeur numéro 1, c'est le Bénin. C'est le Bénin. Oui. Donc, c'est du Bénin, c'est bien sûr le chef de l'État, c'est lui qui représente, mais le Bénin même est représenté par tout le monde. Le Bénin, nous tous, nous devons montrer que nous ne sommes pas comme le chef de l'État, nous ne sommes pas comme le gouvernement en place. C'est pourquoi, dans le système démocratique, il faut une opposition. Il faut une opposition. Et quand l'opposition parlementaire, le Parlement ne joue pas convenablement son rôle sur certains problèmes importants, où le chef de l'État n'a pas été reçu en France, où on n'a pas interpellé le chef de l'État, le gouvernement, pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après un remaniement, le ministre des Affaires étrangères a été reconduit parce qu'il a fait échouer le chef de l'État dans une visite pareille. Il a détruit l'image du pays. Il a eu comme récompense, alors d'être maintenu au pouvoir. Il faut désormais... la vraie version des il faut plutôt que d'autres voix s'élèvent pour dire ce que c'est que réellement le Bénin, pour qu'on ne confonde pas le Bénin à ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, et c'est ce que nous devons faire. Et c'est pourquoi nous disons qu'en réalité, il faut qu'ils sachent que tout ce qui se fait ici est connu ailleurs. Il faut qu'il rectifie le tir immédiatement. Il faut qu'il démontre immédiatement ce qui s'est passé sur les 18 kg de cocaïne. Qui l'a fait? Exactement. C'est le travail de la justice. Non, ils n'ont qu'à le faire. Ils n'ont qu'à vite terminer, puisque M. Adjavon a porté plainte contre X sur le dossier. Et qu'on aille vite, qu'on aille dans une procédure accélérée. On a pris une journée pour qu'un maire ne soit plus maire dans le pays. Une journée, moins de 24 heures, que le maire de Cotonou ne soit plus maire. En quoi cela détruisait l'image de notre pays? Il faut aujourd'hui, sur une affaire pareille, qu'on donne tous les moyens à la justice pour qu'on accélère et qu'on sache que voici ce qui s'est passé. Et qu'on n'ait pas l'idée de la suspicion, puisque nous sommes obligés de croire aujourd'hui à l'acharnement. Si cette affaire n'est pas mise à nu et qu'on ne comprend pas, on ne peut plus croire à tout ce qu'ils font derrière ce monsieur Adjavon. Personne n'y croit, il faut qu'il soit sûr. Personne n'y croit. Plus ils s'enfoncent, plus les gens croient qu'ils sont en train de faire un acharnement. Restaurer l'image du Bénin en tant qu'ambassadeur numéro 1, quels pourraient être les leviers importants sur lesquels le chef pourrait agir? En relations internationales, de façon habituelle, les éléments qui font la force d'un pays sont de plusieurs ordres. Il y a par exemple le poids économique, il y a le poids démographique. Mais lorsqu'un pays comme le Bénin n'a pas de poids économique, de poids démographique, pas d'armes nucléaires et de position permanente au sein du système des Nations Unies, au sein du club de sécurité des Nations Unies, ce qu'il reste à faire, c'est de travailler à construire une image. Et c'est ça qu'on appelle l'influence. Et donc, le Bénin n'a pas les moyens d'être, c'est vrai, un État puissant,
mais il a les moyens d'être un État influent. La diplomatie du Bénin, de mon point de vue alors, doit s'orienter vers l'ensemble des actes qu'il faut poser pour que, sur les questions d'intérêt régional, sous-régional, le Bénin soit perçu à travers ses instances politiques, à travers ses dirigeants, comme un pays d'influence. Mais aujourd'hui, sur quelle question pense-t-on que le chef de l'État du Bénin est important? Il peut sur quelle question? Vous avez vu que la plupart, presque la totalité des sommets de chefs d'État qui se sont tenus en Afrique, il est absent. Voilà, il les a boycottés. Depuis 1 an et demi, il a tout boycotté, systématiquement tout boycotté. Donc, qu'il revienne après faire, disons, sa propre tournée dans les pays africains, donner le sentiment qu'il passe pour être plus africain que quiconque, enfin, on tiendrait les faits pour ce qu'ils sont. Parce qu'à la vérité, la dynamique, l'espace dans lequel se construit l'influence, l'image du pays, c'est la participation des chefs d'État, surtout qu'il y a un chef d'État nouveau, pas encore connu, c'est 1 an et demi pour des gens qui sont là depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, 7 ans. Il avait l'obligation d'être présent à ces assises pour faire entendre la voix du Bénin, le nom du Bénin, l'image du Bénin, pour faire rayonner le drapeau du Bénin, pour faire entendre sonner très fort l'identité béninoise. Il ne l'a pas fait. On ne sait pas ce que le Bénin pense du terrorisme. On ne sait pas ce que le Bénin pense même du trafic de drogue, puisque nous avons travaillé nous-mêmes à faire passer notre pays comme une plaque tournante de la drogue en Afrique. Non, rien de tout cela. Et donc, je dis, pour finir là-dessus, que le chef de l'État doit savoir que c'est sa responsabilité en tant que premier ambassadeur de notre pays de faire en sorte qu'il devienne une voix influente sur les questions qui concernent l'Afrique. Irénée Agossa, les questions qui concernent l'Afrique aujourd'hui, il y a l'utilisation d'une monnaie unique pour la zone subsaharienne, il y a la question du terrorisme qu'il a évoqué aujourd'hui, il y a plus proche du Bénin la situation qui prévaut au Togo, qui ne s'est pas encore calmé. Le Bénin peut-il jouer à rattraper ce qui est perdu, parlant de son image? Quel pourrait être le premier chantier sur lequel le chef d'État va rebondir et se rattraper? Le premier chantier, c'est encore le Bénin. Le Bénin d'abord. Il faut balayer ta devanture avant de balayer la devanture de l'autre. Mais écoutez, ce qui se passe n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe encore au Bénin? Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas bien, je vous assure. C'est pas bien, ça donne une mauvaise image au pays. N'est-ce pas l'opposition qui fait de la pagaille? C'est pas de l'opposition qui fait de la pagaille. Alors qu'il y a des chantiers quand qui sont on brouille les radios, les fréquences d'une radio, vous me dites que c'est bien? Ça veut dire que sa propre sécurité est mise en cause. Ça veut dire que nous ne sommes pas bien, nous ne pouvons pas être influents, comme il le dit. Il y a des petites affaires sur lesquelles il faut régler. Quand notre pays ne peut pas régler un problème de justice où ils ont trouvé 18 kg, eux-mêmes l'ont dit, dans un conteneur, et il ne peut pas dire qui l'a fait. Et comment ça s'est passé? Vous voulez aller parler d'insécurité et de sécurité. Où? Vous voulez parler de quoi? Où? Vous-même. C'est de régler à l'interne. Le chef d'État n'a qu'à rapidement recomposer sa force comme il avait fait, comme c'était au début, il y a 6 mois. C'est-à-dire retrouver M. Adiavon, qu'ils s'entendent. C'est lui le chef. Ah, vous pensez que c'est encore possible contre les deux autres? Mais il n'a pas pu s'entendre avec celui qui l'a amené au pouvoir et il veut aller régler le problème d'opposition au Togo. Les Togolais vont rire. Il est mal placé. Écoutez, je vais vous dire une chose. C'est un monogame qui a un problème avec sa femme et qui est venu voir un monogame qui a un problème avec sa femme, qui est venu voir un vieux, mais qui est polygame. Qu'est-ce que le vieux lui a dit? Écoute, tu as mal choisi ton interlocuteur. Moi, je suis un polygame. C'est difficile pour moi de régler un problème de la monogamie. Vous êtes déjà très bien. C'est ce que je veux dire au président Patrice Talon. C'est quoi? Lui, il n'a pas pu, régler le problème interne à lui, il veut régler la complexité de la dynastie. Et Adema, non, il n'a qu'à régler lui, il doit s'entendre simplement avec un frère qu'il a conduit au pouvoir pour qu'il puisse s'entendre et construire. Mais il n'a pas réglé. Et jusqu'à ce qu'en France, il subit tout ce qu'il subit là. Et il fonce directement. Non, le président a choisi un camp qui n'est pas bon dans le pays. Le président a choisi le camp des méchants. Ce n'est pas Machiavel. Il ne gère pas Machiavel. Parce que même Machiavel a un principe, c'est l'objectif, c'est pour que cela puisse satisfaire au moins les objectifs que tu t'es fixés pour venir au pouvoir. Aujourd'hui, ici, le machiavélisme là ne permet même pas
de satisfaire les objectifs qui s'est fixés en venant au pouvoir. Parce que les objectifs qui s'est fixés en venant au pouvoir, c'est de développer le pays. Et tout le monde sait aujourd'hui que... Le pays n'est pas en chantier? Le pays en quel chantier? Je vous dis que le PAG, c'est la destruction de M. Adjavon et de tous ceux qui sont liés à lui. Si tu parles d'Adjavon, peut-être que moi-même, demain, on va trouver une affaire et dans les journaux, vous allez commencer par crier. C'est ça, aujourd'hui, le PAG. Lisez les journaux. Dites-moi quel projet vous voyez faire. Non, le programme du gouvernement aujourd'hui, c'est de trouver quelque chose contre quelqu'un, même si c'est faux, etc. C'est pas normal. Quittons cette voie et travaillons pour notre pays. Notre pays est un pays porteur. On peut s'en sortir. Nous sommes un pays très beau, un pays de richesse. Donc, il n'a qu'à laisser le camp des méchants. Il est un président de tous les Béninois. Il reconstitue la force du Bénin et il part à l'assaut de l'extérieur. Et ça marchera. Dès que tu arranges chez toi, dès que tu es bien chez toi, tu es bien perçu ailleurs. Et vous verrez changer de fusil d'épaule, oui. Constantin Moussou, il faut changer de fusil d'épaule dans la dynamique interne avant de chercher à prospérer l'extérieur? Deux éléments. Et sur la capacité à servir d'interlocuteur valable aux acteurs de pays en crise dans les environs, dans le voisinage du Bénin, je pense que manifestement, on n'a pas grand-chose à espérer, ni de nos chefs d'État, pas davantage d'ailleurs de la CEDEAO. Mais ne soyez pas pessimiste. Non, mais il y a les éléments de circonstance, il y a les éléments historiques, il y a les éléments factuels qui parlent. Mais regardez, le Togo, c'est quand même un demi-siècle de gouvernance d'un clan familial. Le chef de l'État du Bénin se porte au Togo pour tenir quel langage auquel des deux, pour dire à M. Foya Singbe, alors maintenant laissez le pouvoir, pour dire aux opposants qui de toute façon portent maintenant une revendication qui dépasse la seule mauvaise gouvernance de Foya Singbe, dont il faut rappeler qu'il est venu au pouvoir dans le sang. De l'autre côté, qu'on ne pourra pas trop évoluer, voilà. Donc, vous êtes appelé plutôt à conclure sur le sujet. Pour conclure donc, pour conclure, je dois dire que j'ai le souhait pour mon pays que ces dirigeants ne soient pas perçus, ne se fassent pas percevoir comme des hommes de destruction, de démolition, qu'après eux ce ne soit pas le déluge, que le Bénin redevienne le beau pays vers lequel nous tendons, parce que dans quelques années, nous serons à la perspective 2025. Ce que je vois venir à Gallo, ce n'est pas le Bénin à la FIA, c'est le Bénin Wakhala. Et je veux espérer que le chef de l'État se souvienne que nous avons une échéance qui est proche, qu'il a même promis qu'il a même fini par dire que lui, il va peut-être éventuellement aviser, que peut-être il va être candidat en 2021, et donc que c'est lui qui va nous conduire à l'échéance qui porte la mention à la FIA. J'ai bien peur que nous n'allions plutôt à Wakhala. Et René Agossa? Oui, je dirais simplement, comme on dit chez nous, Bedoson. C'est-à-dire? Oui, la vie a des totems. Bedoson. Le chef d'État n'a qu'à comprendre que Bedoson. Ne bloquera Sébastien Adjavon et dit Bedoson. Et tant que vous ne respectez pas les totems d'un pays, les cultures d'un pays, vous ne pouvez pas rayonner. C'est pas, il peut se battre comme il veut. S'il ne règle pas les problèmes de chez nous, il ne va pas rayonner. Il ne va pas rayonner. Donc, nous disons simplement qu'il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir. Il peut s'en sortir. Il n'a pas encore fait 2 ans, donc il peut s'en sortir. Merci, il suffit René Agossa. L'espoir est et ça toujours marche. permis. Tout dépend des choix opérés pour pouvoir sortir le pays de l'ornière s'il y est. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, vous l'avez compris, nous allons enfin y mettre un terme. Le temps à jouer contre nous. Demain, c'est un autre jour pour d'autres dynamismes, toujours apporter de la lumière là où il y a des zones d'ombre. Nous allons prendre congé de vous et ce sera sur cette citation du célèbre écrivain et philosophe français Voltaire. Je cite, « Il n'y a point de hasard, tout est épreuve aux punitions, aux récompenses, aux prévoyances. » Mesdames, Messieurs, que de bonheur chez vous. À très vite.